En France, l'impôt est lourd, complexe et mal perçu. Faut-il une énième réforme ou une refonte en profondeur de notre système? Vincent Delahaye est vice-président du Sénat, membre de la Commission des finances et expert comptable. Il a repensé les moyens de financer le budget de l'État pour en alléger le fardeau sur la population française. Il me reçoit pour nous présenter son livre intitulé La Révolution fiscale. Vincent Delahaye, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. On ne vous présente plus, mais quand même, vous êtes expert comptable, vous êtes membre de la Commission des finances et vice-président du Sénat, tout en étant sénateur de l'Essonne. Tout à fait. Alors dites-moi, comment vous est venue cette double passion à la fois du service public et également le service de tout un chacun, puisque vous êtes expert comptable? Écoutez, surtout la passion de la chose publique m'a été transmise par mon père qui était maire adjoint et qui m'a entraîné à la fois dans la vie locale et dans certains meetings nationaux. Ça, c'était dans les années 70, donc j'étais tout jeune. Et c'est vrai qu'il m'a donné cette fibre politique. Et je me suis dit, là où j'habiterai, je m'intéresserai à ce qui va se passer. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé à ce qui se passait sur la ville de Massy, dans laquelle j'ai habité et j'habite toujours, et dans laquelle j'ai été maire 22 ans. Donc d'abord j'aime les gens, parce que si on fait de la politique, on n'aime pas les gens, c'est déjà un problème. Donc j'aime les gens, j'aime le contact, j'aime la diversité. Donc quand on est maire, on voit toute la population du RMiste au ministre. Et on traite aussi tous les sujets. Donc on traite des grands projets, comme à Massy, il y avait la plateforme multimodale des gares, des grands projets d'aménagement urbain, et aussi la proximité, c'est-à-dire les problèmes d'éclairage, de trottoirs, de poubelles. Donc on a vraiment tous les sujets que l'on doit traiter. Et moi, j'adore ça. J'adore la diversité des sujets, la diversité des rencontres. Donc c'est ce qui m'a poussé à m'intéresser d'abord et avant tout à la commune. Et puis ensuite, je me suis dit que c'était pas mal aussi d'avoir un peu d'influence au niveau national sur les textes qu'on nous imposait. On nous en impose beaucoup. On nous impose beaucoup de lois, de décrets, de règlements, de normes. Bon, et on croule là-dessous. Je crois qu'on doit être les spécialistes quand même. Quand on dit on est champion du monde, mais à mon avis, on n'est pas loin d'être champion du monde. Et donc je me suis dit, si je peux apporter ma pierre à l'édifice et à essayer non pas de rajouter des textes, mais d'en supprimer, d'où des propositions de loi balai qui sont passées, des bureaux d'abrogation des lois anciennes inutiles. Donc j'ai essayé de faire en sorte de supprimer, j'en ai déjà supprimé une quarantaine, là j'ai une nouvelle proposition avec 160 textes. Et puis en même temps, comme je suis un amoureux des chiffres, c'est vrai que j'ai fait une école de commerce, puis je suis devenu expert comptable, j'ai travaillé dans le privé, dans la banque et dans l'audit. Et avant d'être maire, donc j'ai toujours aimé les chiffres et donc je me suis forcément intéressé à la commission des finances ici au Sénat. Et au sein de la commission des finances et dans le groupe Union centriste auquel j'appartiens, j'ai souhaité qu'on puisse travailler le fond et faire des propositions, donc, notamment sur la fiscalité. Très bien, je vous remercie. Donc, vous avez publié La Révolution fiscale, qui est un ouvrage passionnant et je le conseille à tous parce que vraiment, il ne tombe pas des mains. Merci à vous. Vous pouvez faire une bonne publicité, ça sera bien. Non, mais réellement, je l'ai épluché. Il montre vraiment tous les paradoxes de notre société à travers cette fiscalité. Alors déjà, je voulais commencer par une définition, celle de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, où l'impôt, c'est une contribution commune à la dépense publique. Alors avec 43% de personnes qui sont totalement exonérées de l'impôt, ne faut-il pas établir un taux minimum d'impôt sur le revenu par civisme fiscal ? Voilà, moi je pense que tout le monde doit effectivement participer et contribuer, et tout le monde doit se sentir acteur. Alors, bien sûr, on dit les gens payent de la CSG, payent de la TVA, mais souvent, en fait, ils ne s'en aperçoivent pas. Quand on paye de la TVA, on ne s'en aperçoit pas trop. On achète sa baguette et on ne se rend pas compte de la TVA que l'on paye. La CSG, elle est déduite de ses revenus, et alors, de temps en temps, on la voit, de temps en temps, on ne la voit pas.
Et moi, je pense, et on a mis dans l'ouvrage qu'on souhaitait qu'il y ait effectivement la totalité des personnes qui payent de l'impôt sur le revenu, même de façon symbolique, avec un pourcentage de 1% pour les plus bas revenus, et que ces 1%, alors on va nous dire c'est une charge supplémentaire. Donc, alors, on souhaite que tout le monde puisse payer de l'impôt sur le revenu sur tous ses revenus, c'est-à-dire que, y compris les revenus sociaux. Ça veut dire qu'en fait, on déclare la totalité de ses revenus. Et tout le monde doit faire une déclaration annuelle de façon à ce que ça participe aussi à la lutte contre la fraude. Hein. Il y a une fraude à la fois fiscale et sociale. Et si on est obligé de déclarer, ben, on a déclaré et on peut vérifier vos déclarations avec différents éléments. Et alors ça veut dire que les minima sociaux peuvent être remontés d'1%. À la limite, on augmente les minima sociaux d'1% et les personnes payent 1%, donc en fait c'est neutre pour elles. Et puis, comme on a fait d'autres propositions, si vous avez lu la totalité de l'ouvrage, ce que je ne doute pas, puisque j'ai vu qu'il était très bien annoté, on a fait des propositions pour qu'il y ait un taux minimum, un taux de 0% de TVA sur les produits de première nécessité, mais de façon très limitative. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit très limitatif et qu'il faut que ça soit des produits sur lesquels on se rend compte effectivement que le 0% a bien été appliqué. Parce que le problème des baisses de TVA, souvent, c'est qu'elles ne sont pas forcément appliquées. Donc l'idée là, c'est de dire sur l'eau et l'électricité, qui sont quand même deux produits de base, dont on sait qu'ils sont produits en France et distribués en France. Donc il est assez facile de vérifier que le taux est à 0%. Et j'avais calculé sur un F3 l'économie procurée par le taux de 0% sur la consommation d'eau et sur la consommation d'électricité permettait de compenser globalement pour des revenus assez faibles le 1% que l'on met sur l'impôt sur le revenu. Ce qui veut dire que socialement, on ne peut pas nous dire vous taxez les plus bas revenus, c'est totalement injuste. En réalité, si on applique la proposition dans son ensemble, on a des compensations qui permettent que tout le monde s'y retrouve et mais tout le monde participe. Tout le monde participe, on y voit clair, tout le monde chaque année a son 1% et le taux en plus de 0% sur l'eau et l'électricité, c'est quand même des factures souvent qui sont prises en charge pour les plus démunis, qui sont prises en charge par les collectivités, par les CCAS, hein, les conseils communaux d'action sociale, qui souvent prennent en charge ces factures-là. Donc si on les baisse un petit peu par le 0% de TVA, c'est pas plus mal pour les comptes des collectivités locales. Tout à fait. Voilà, il y a pas mal d'avantages. Très bien. D'une façon générale, on a constaté que le PIB a augmenté d'un petit peu plus de 14% depuis 2010 et que, en revanche, les impôts, eux, ont grimpé de 20%. Comment en sommes-nous arrivés à cette asphyxie fiscale, puisque vous la nommez ainsi ? Parce qu'on ne maîtrise pas du tout la dépense. Alors, on nous parle toujours de maîtrise de dépenses. En réalité, on ne la maîtrise pas. Il y a un laisser-aller budgétaire qui est assez général. Là, on le constate avec la crise sanitaire, la gestion de la crise sanitaire, qu'on prenne des dispositions pour compenser auprès d'un certain nombre d'acteurs, notamment d'entreprises, mais aussi de salariés, les conséquences des mesures qu'on a imposées à la population. Je le comprends, mais qu'on en profite pour augmenter plein de budget de l'État, c'est pas compréhensible. Et c'est ce qui, au bout du compte, finit par nous mettre dans le mur, parce que comme on ne regarde pas la dépense, qu'on augmente toujours la dépense plus vite que l'inflation, nettement plus vite à la limite que les revenus, donc à un moment donné, on crée du déficit, mais le déficit, à un moment donné, il faut essayer de le combler, et pour le combler, on ne réduit pas la dépense, en fait, on augmente les recettes. Et ce qui est paradoxal, c'est que là, on nous parle de la baisse de la taxe d'habitation, la baisse de l'impôt sur le revenu à un moment donné. En réalité, quand vous regardez les prélèvements obligatoires, le montant des prélèvements obligatoires a continué à augmenter. C'est-à-dire qu'en fait, on a concentré les contributions sur un nombre plus restreint de personnes, mais qui payent plus. Donc, en réalité, on s'aperçoit que ce qu'on nous raconte n'est pas tout à fait la réalité. Donc, et ça, c'est toujours quand même très gênant. En effet. Très bien. Précisément, on a des gilets jaunes
qui se sont retrouvés dans la rue, notamment à cause des hausses de carburant. Est-ce que vous pensez... Les taxes sur les carburants, oui. Oui, les taxes. C'est ça, les taxes. Et donc, est-il possible d'avoir des objectifs de transition énergétique atteints, mais avec une fiscalité verte incitative plutôt que contraignante? Bien entendu, il faut plutôt que ça soit incitatif que contraignant, parce que sinon ça frappe un peu indifféremment beaucoup de personnes, et il y a des personnes qui sont obligées d'utiliser leur véhicule. On l'a vu avec cette crise des Gilets jaunes, c'est des gens qui se sont fait entendre. Ici au Sénat, on avait proposé au gouvernement de geler l'augmentation. Si on l'avait fait dès le début et non pas à la fin, je pense qu'on aurait calmé pas mal de choses. Malheureusement, on n'a pas été suivi. Bon, pas souvent suivi au Sénat, et je pense qu'on devrait nous écouter beaucoup plus. Donc c'est vrai que la fiscalité verte, moi ça fait un moment qu'on en parle, hein, fiscalité verte, fiscalité écologique, en soi c'est une bonne idée, à condition que ça ne soit pas une fiscalité additionnelle. Tout à fait. On ne rajoute pas cette fiscalité-là, mais qu'elle vienne se substituer à d'autres fiscalités, et qu'elle soit incitative. Et malheureusement, jusqu'à présent, on a souvent fait une fiscalité additionnelle. C'était un bon moyen finalement d'avoir des recettes supplémentaires pour essayer de combler le trou sans fin de nos déficits, et en même temps, finalement, pas incitative, mais plutôt punitive. Donc ça, je pense que c'est une logique qu'il faut abandonner. Il faut vraiment se dire, effectivement, on peut verdir la fiscalité, mais à condition de prendre la fiscalité existante et de la verdir, mais pas d'en rajouter une à côté, une fiscalité verte qu'on rajoute à tout ce qui existe déjà. Exactement. Voilà. Alors la pandémie, vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des dépenses colossales. Est-ce que vous pensez... J'appelle ça la gestion de la crise sanitaire. C'est ça, c'est pas la pandémie, c'est la gestion, ni la façon virus, dont elle a parce traité. qu'on dit la Covid-19, c'est la façon dont on a géré la crise sanitaire. C'est ça qu'on paye aujourd'hui. Alors la gestion de la crise sanitaire va devoir se payer. Il y a ceux qui proposent de ne pas la faire payer maintenant, de cantonner la dette pour la payer à partir de 2030, en l'étalant jusque 2060, c'est-à-dire de la faire porter aux générations suivantes. Pensez-vous que l'on puisse, en bon père de famille, faire des économies maintenant sur le train de vie de l'État et pouvoir sortir par le haut de cette gestion de crise? Alors ça, c'est plus la révolution fiscale, c'est l'ouvrage suivant que je suis en train d'écrire sur l'équilibre budgétaire et de nos finances publiques. Le nécessaire équilibre, à mon avis, alors aujourd'hui on n'y est pas, hein, et effectivement on a une espèce de fuite en avant qui nous oblige à financer les déficits par de la dette, et de la dette dont on dit que les générations futures sont des brouillons. C'est quand même un peu culotté, parce que honnêtement, on gère une crise aujourd'hui, une crise qu'on n'a pas vu venir et qu'on a peut-être amplifiée à mon avis par les décisions qui ont été prises, mais prenons les choses telles qu'elles existent. Effectivement, ça a des conséquences économiques importantes. Alors l'économie, les gens vont nous dire l'économie c'est du business, c'est de l'argent, on s'en fiche un petit peu. Mais derrière l'économie, il y a du social et il y a de l'humain. Et c'est ça qu'il faut regarder d'abord et avant tout, c'est le social et l'humain, et là-dessus ça va avoir des conséquences assez considérables. Alors est-ce qu'il faut faire payer aux générations futures la crise actuelle? C'est une bonne question. Moi, je pense que moralement, ce n'est pas très juste. Et si à chaque fois qu'on a des crises, on se dit on fera payer dans 40 ans et aux nouvelles générations, et en réalité, aujourd'hui, on a dépensé beaucoup d'argent et on a pris beaucoup de dispositions pour essayer de sauver des vies, ou en tout cas de sauver quelques années de vie, parce que la moyenne d'âge des décédés, c'est 84 ans. Donc en réalité, on essaye de sauver quelques années de vie de ces personnes, en sacrifiant beaucoup la jeune génération, et on le voit aujourd'hui, hein, dans les jeunes étudiants, on voit beaucoup de désespoir, et on se dit, non seulement ils sont désespérés aujourd'hui, mais en plus on leur charge la barque pour la suite. Donc moi je trouve que c'est pas très moral. Alors on dit que c'est un débat qui doit pas être porté, mais je ne comprends pas pourquoi, parce que
Si on parle de moralité, moi je trouve que normalement, chaque génération devrait supporter les charges de la période dans laquelle ils ont vécu. Et on doit tous se retrousser les manches. Donc je pense qu'il y a des moyens de faire des économies. Il faut prendre des décisions courageuses qui sont parfois impopulaires. Mais moi je ne suis pas sûr que la rigueur, ça soit forcément impopulaire. En réalité, l'argent public, je ne vois pas d'autre moyen que de la gérer avec rigueur. Et honnêtement, depuis des années, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, il y a plutôt du laxisme, du laisser-aller budgétaire. Et on le voit encore là, on augmente les postes de fonctionnaires, notamment les ARS qui ont brillé dans la gestion de la crise. Tout le monde a remarqué qu'elles étaient remarquables et que ça a été parfait. Tout a été très bien géré. Et cette année, ils ont décidé d'augmenter de 425 le nombre de postes dans les ARS. Vous voyez un petit peu, mais ça, il faut le payer. Donc il faut le payer si on augmente. Et on sait très bien en plus, alors ça c'est une incidente encore aussi par rapport à notre sujet peut-être, mais sur la santé, on sait très bien que le problème de la France, ce n'est pas vraiment un problème de moyens. Parce qu'on dépense, par rapport à notre richesse nationale, on dépense pas mal pour la santé. Par rapport à d'autres pays, on n'est pas du tout à la traîne. Par contre, là où on est à la traîne, c'est sur la part de l'administratif et de la technocratie, entre guillemets, dans les dépenses de santé. C'est-à-dire qu'on a à peu près 30% de nos dépenses qui correspondent à l'administration. Oui, et qui c'est de ne l'organisation. sont pas des soins. Et pourquoi on a ça? Parce qu'on a une administration qui est compliquée, et avec des procédures, des normes, de la paperasse, en réalité, qui est beaucoup trop compliquée. Et du coup, on a besoin de personnes pour faire ça. Et c'est les moyens qu'on met là-dessus, on ne le met pas sur la partie de soins que l'on peut apporter aux Français. La fiscalité en général, les taxes et les impôts que l'on a en France sont d'une lourdeur extrême. On est sans doute dans les pays qui sont les plus imposés au monde. Et forcément, ça joue sur notre compétitivité, sur la compétitivité de nos entreprises et sur les emplois. Donc si on veut progresser et faire progresser la population, il faut offrir des emplois, il faut permettre aux entreprises de gagner de l'argent et d'aller sur les marchés, d'exporter et d'être dynamique. Et notre fiscalité aujourd'hui est un poids trop lourd pour enclencher cette dynamique favorable. Tout à fait. Alors précisément, la France se dit dans l'Europe. À chaque fois qu'on parle de la France, j'ai plutôt l'impression que c'est un pays qui est en dehors de l'Europe. Je m'explique. En France, quand on a des bénéfices de 100, en réalité, vous voyez, c'est ce que vous dites dans votre livre, en Allemagne ou aux Pays-Bas, on a des bénéfices qui sont du double. Et tout ça parce que les charges sociales sont beaucoup trop lourdes. Alors, est-ce qu'il ne serait pas temps de poursuivre ce que Emmanuel Macron avait commencé avec cette baisse de charges sociales? Ça permettrait d'augmenter le pouvoir d'achat et aussi la compétitivité des entreprises. Bien sûr, mais j'en reviens toujours à ma logique, c'est-à-dire que si vous baissez les recettes, en baissant les charges sociales, vous baissez les recettes de la sécurité sociale, il faut forcément baisser la dépense. Aujourd'hui, on a la sécurité sociale qui est en déficit. Donc, si d'un côté vous baissez, moi je ne suis pas contre, mais il faut revoir les dépenses aussi. C'est-à-dire que la gratuité pour tout le monde, est-ce que c'est vraiment justifié aujourd'hui? Moi, j'en suis pas persuadé. Donc qu'on fasse de la gratuité pour vraiment les plus démunis, une partie de population vraiment bien ciblée. Mais la solidarité, ce n'est pas 100% de la population, c'est même pas 70%. Quand on fait de la solidarité, c'est normalement pour 20-30% de la population maximum. Je considère que c'est pas, sinon c'est plus de la solidarité, c'est de la redistribution, on peut faire autre chose. Mais vous pouvez, alors bien sûr que les charges sociales en France et la dépense sociale est une dépense très importante. C'est ce qui a sans doute le plus progressé dans les dernières années. Et sur les 20-30 dernières années, et c'est sans doute ce qui nous pèse aussi très très lourd. Alors, notamment les retraites. On pourrait toucher deux mots des retraites, et c'est vrai qu'on a des retraites qui, par rapport à notre richesse nationale, nous coûtent très cher. Et plus cher que l'Allemagne ou la Suède ou les Pays-Bas, que vous avez cités, qui sont des pays, j'allais dire presque des exemples, mais parce qu'ils sont en excédent budgétaire, en tout cas ils étaient en excédent budgétaire avant la crise, donc ils étaient beaucoup mieux préparés que nous à supporter ce type de crise, alors que nous on ne l'était pas du tout. Et après l'Europe, il n'y a pas que l'Allemagne, les Pays-Bas, il n'y a pas que la France, quand on compare, mais on est souvent quand même dans le queue du peloton sur l'aspect des finances publiques et de la gestion de nos finances publiques.
Donc on se trouve souvent avec les pays du Sud, avec la Grèce, l'Italie, voilà. Et on n'est pas avec les pays du Nord qui sont souvent plus rigoureux, plus sérieux que nous. Moi, je parle de sérieux, hein, je ne parle pas de pays frugaux, parce que la frugalité, on peut trouver que c'est négatif. Moi, je trouve que c'est des pays sérieux, voilà, qui gèrent sérieusement l'argent public, et je pense qu'on a besoin de ça, on a besoin de sérieux, de rigueur en France, ce qui n'exclut pas d'avoir du cœur et d'avoir une vraie solidarité envers ceux qui en ont réellement besoin. Tout à fait. Voilà. Alors, l'impôt, ça sert à faire beaucoup de choses. Et d'une majorité de droite comme de gauche, ont été votées un certain nombre de niches fiscales au fil du temps, comme la loi Girardin pour développer l'outre-mer, le Pinel pour le logement, que dire d'autre, les FCPI pour l'innovation et autres. Et à chaque fois, c'est des réductions fiscales sur des gens qui payent de l'impôt. Pensez-vous que finalement, on pourrait faire plus simple et que chacun puisse avoir son petit coin de liberté pour l'impôt et pourrait dire « Ah ben voilà, j'aimerais bien dédier telle partie au logement, telle partie à la santé, telle partie à l'innovation. Pourquoi pas ?» À travers les niches, c'est un peu ce qui est fait. Mais c'est complexe, il faut être accompagné c'est super complexe parce par des conseils. On a 400 voilà. niches. On a 400 niches pratiquement et on en a beaucoup trop. C'est pour ça que moi je vote systématiquement contre toute proposition de nouvelle niche parce qu'il y a toujours des personnes qui ont des bonnes idées. Ça part de bons sentiments, mais derrière ça crée. Et quand vous regardez votre déclaration fiscale, vous regardez le nombre de lignes qu'il y a dans la déclaration. Alors, je sais pas, j'ai regardé l'aide à la déclaration, c'est 36 pages. Mais moi, je vois que je remplis 7-8 lignes avec les revenus fonciers et les aides à domicile ou d'autres trucs. Je remplis 7-8 lignes sur je ne sais plus combien de lignes, mais c'est fou. Et moi, je suis plutôt pour la suppression de pas mal de niches fiscales. Donc, suppression de niches fiscales, ce qui veut dire qu'en fait, on augmente l'impôt, parce que la niche fiscale, elle permet de réduire l'impôt. En contrepartie, on baisse les taux. Donc ma proposition, c'est plutôt de baisser les taux pour qu'on ait des taux moins élevés en supprimant pas mal de niches fiscales, donc de façon à simplifier considérablement la fiscalité. Et c'est vrai qu'au final, on pourrait se dire, effectivement, on permet à certaines personnes de choisir, mais en réalité, c'est de la politique publique aussi. C'est-à-dire que si on a fait ces niches, c'est parce qu'à un moment donné, on a voulu favoriser l'outre-mer, on a voulu favoriser tel ou tel. Et puis alors derrière chaque niche, il y a un chien, bien sûr. Et donc dès que vous voulez supprimer une niche, moi j'ai voulu en supprimer un certain nombre, les chiens à bois forcément, parce que donc. Mais la caravane passe toujours. Voilà, j'aimerais bien que la caravane passe, mais en fait souvent elle est quand même arrêtée et on a du mal à la faire bouger. Donc moi dans les propositions que j'ai faites, il y avait quand même pas tout à fait une centaine, mais une petite centaine de niches que l'on supprimait. Donc c'était quand même déjà un démarrage dans ce sens-là d'une simplification extrême. Sur l'impôt sur le revenu, on proposait de baisser les taux, d'avoir un taux minimum à 1%, on en a parlé, mais aussi de supprimer la non-déductibilité d'une partie de la CSG. J'allais vous en parler. Voilà. La CSG, pardonnez-moi, mais point de vue absurdité, il y a vraiment difficilement possibilité de faire mieux. On a de la CSG déductible, on a de la CSG non déductible, et finalement, on paye de l'impôt sur de l'impôt. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Bah, c'est aberrant. C'est aberrant, et on doit corriger ça, quoi. Pour moi, on devrait corriger ça, parce que c'est vrai que c'est aberrant de payer de l'impôt sur des revenus que vous ne touchez pas. L'argent que vous ne touchez pas, et on vous l'impose, et je trouve ça totalement anormal. Donc il ne devrait pas y avoir CSG déductible, non déductible, il devrait y avoir une CSG, c'est tout, et pas de non-déductibilité. Donc dans les propositions que je faisais, c'était effectivement de supprimer cette partie non déductible de la CSG. Oui, voilà. Ça c'est fort bien. Sinon, on a pendant la pandémie, pour ce qui est des classes les plus aisées, un surcroît d'épargne qui avoisine à peu près 100 milliards d'euros. C'est considérable. Alors, on est à une époque où, de toute façon, conserver son épargne, si on veut du placement garanti,
ça ne rapporte strictement rien puisque l'inflation est à 0,50 et le livret A ne rapporte pas davantage. Donc maintenant, il faut que les épargnants prennent des risques, investissent dans l'économie. Faut-il les inciter à investir dans l'économie ou tout simplement leur donner la possibilité de transmettre aux jeunes générations pour que les jeunes générations reprennent un peu de pouvoir d'achat et dépensent? Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'épargne. Hein. Alors, vous avez cité 100 milliards. Moi, je pense que les derniers chiffres qui ont été donnés, c'est 110 milliards pour 2020 et 165 milliards entre 2020 et 2021. C'est les dernières estimations. C'est des sommes considérables. Effectivement, beaucoup de gens n'ont pas pu sortir, n'ont pas pu aller au restaurant, sont restés cloîtrés chez eux. Donc, c'est sûr que vous dépensez moins quand vous êtes chez vous que quand vous vivez normalement, je dirais, comme tout un chacun. Et donc forcément, ces sommes-là, on a envie qu'elles soient productives pour l'économie. Alors ça ne veut pas forcément dire que les livrets A ou d'autres ne sont pas productifs, parce que ça aide au logement, à la construction de logements sociaux et autres. Donc il ne faut pas non plus tomber dans l'excès en disant il ne faut pas du tout d'épargne, c'est pas du tout bon. Mais c'est vrai que moi je suis pour la transmission plus rapide des capitaux, et souvent c'est des personnes à la retraite qui ont un certain âge qui ont plus de capitaux que les jeunes. Et si on peut favoriser la transmission de ces capitaux de génération en génération, les jeunes sont souvent sont forcément plus actifs et plus dépensiers peut-être. Et du coup, pour l'économie, ça ne peut être qu'un bien que de faire circuler cet argent, faire en sorte qu'il ne dorme pas trop et qu'il soit plutôt actif et utile à l'économie et au développement de l'économie. Donc je suis partisan de réduire le délai pour lequel on peut transmettre sans taxation des dons entre grands-parents et enfants. Voilà. Très bien. Alors, puisque nous parlons de nos générations futures, j'avais envie de parler de ce qui me paraît les défis les plus importants pour le futur, c'est de faire grandir nos entreprises. Vous parliez des propositions d'Olivier Cadic dans votre livre. Comment faire en sorte que l'on puisse avoir demain des fleurons capables de se développer dans l'économie française? Alors, moi, je n'étais pas favorable à la suppression de l'ISF, l'impôt sur la fortune, qui a été transformé en IFI, en impôt sur la fortune immobilière, qui finalement épargne très largement les grandes fortunes et continue à taxer les petites et moyennes fortunes, entre guillemets, qui ont plus d'immobilier que les grandes fortunes. C'est le syndrome de l'île de Ré. Voilà, un peu le syndrome de l'île de Ré, où effectivement les biens immobiliers prennent pas mal de valeur et finalement font que les propriétaires se retrouvent imposables à cet impôt sur la fortune immobilière. Moi, j'étais pour conserver ce symbole qui est l'impôt sur la fortune, parce que du coup, tout le monde en fait un symbole, il dit on fait des cadeaux aux riches et autres, et que par contre, le contribuable à l'ISF puisse verser la totalité de son impôt sous forme d'investissement dans des TPE ou des PME. Et de façon à ce qu'on puisse effectivement aider à la recapitalisation à la capitalisation même, parce que c'est plus qu'une recapitalisation, souvent il leur manque des capitaux, et là, en même temps, pour les personnes qui sont imposables à l'impôt sur la fortune, c'est pas entre guillemets une perte, c'est pas de l'argent qu'ils perdent, c'est de l'argent qu'ils placent et qu'ils peuvent récupérer si leurs investissements sont bien choisis sur des entreprises qui se développent bien. Et moi, je trouvais que c'était plus intéressant pour la collectivité, voilà, mettre leur argent, alors soit le verser à l'État s'ils souhaitent le verser à l'État, mais sinon à investir dans le capital de TPE et de PME. Ça me semblait intéressant aussi. Finalement, on avait dit on supprime l'ISF parce qu'il faudra mettre l'argent dans les entreprises. On a créé l'IFI, mais en même temps qu'on a créé l'IFI, on a dit comme l'ISF n'existe plus, on va surtout pas créer une nouvelle niche fiscale,
en faisant permettant l'investissement dans le capital. La défiscalisation. Et finalement, ça joue contre le fait d'avoir supprimé l'ISF pour les entreprises. Tout à fait, c'est totalement contre-productif sur le plan économique et c'est regrettable qu'on ait pris cette décision. Moi, je ne la comprends pas. En plus, tous les adversaires en font un totem, tous les opposants en font un totem en disant « Regardez, on a fait des cadeaux riches ». Et pendant ce temps-là, on vous demande de faire des efforts, tout à chacun. Donc c'est vrai que c'est pas compréhensible. Et quand c'est pas compréhensible, c'est pas compris. Donc forcément, la logique économique y perd, la logique sociale aussi. Donc tout le monde est perdant. Évidemment. Et alors pour nous tourner vers la nouvelle économie, comment comptez-vous envisager une taxation globale sur les entreprises traditionnelles et les entreprises numériques? Alors c'est la question, c'est qu'il faut absolument arriver à trouver une fiscalité qui soit adaptée au numérique. Parce qu'on voit les profits que font ce qu'on appelle les GAFA, hein, Google, Amazon, Facebook et Apple. Et c'est vrai que c'est des... Alors il y en a d'autres, hein, on a résumé avec ces quatre-là, mais c'est ces quatre mastodontes. Mais quand on regarde finalement ce qu'ils payent comme impôt en France, puis même dans les autres pays européens, c'est ridicule. Ridicule par rapport aux profits qu'ils peuvent faire. Et donc, c'est un sujet compliqué. Hein. On a pas mal travaillé au Sénat, à la Commission des finances sur le sujet. Je ne pense pas qu'on ait encore trouvé, alors je reprends dans mon ouvrage quelques propositions, mais je ne pense pas que ça soit encore à la hauteur de l'enjeu et des profits que peuvent réaliser ces grandes entreprises. Et donc je pense qu'il faut continuer à travailler pour... alors, peut-être que le gouvernement américain qui a changé avec Biden va nous aider peut-être sur ce sujet à trouver les bonnes solutions, mais il faut absolument qu'on parvienne à capter une partie de ces énormes profits au profit de la collectivité. Mais voilà, j'ai donné quelques pistes dans mon ouvrage, mais je ne suis pas convaincu que la réflexion soit achevée sur ce sujet. Très bien. Écoutez, Vincent Delahaye, merci beaucoup pour cette interview et surtout pour votre réflexion de fond. Et je pense que ce pays en a besoin. Et voilà, on compte sur merci vous. beaucoup. Merci à vous. Merci. Et à votre disposition si vous souhaitez approfondir certains points. Volontiers. Voilà. À bientôt. À bientôt. Au revoir.